Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de juin. Donc, on commence tout de suite avec une pièce de théâtre de Michel Tremblay. J'ai lu À toi pour toujours ta Marie-Lou. On est en 1961 avec Marie-Louise et Léopold. Marie-Louise va apprendre à Léopold qu'elle est enceinte d'un quatrième enfant, de son quatrième enfant. Et on va être 10 ans plus tard avec les deux filles de ce couple, soit Manon et Carmen. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là, de cette pièce de théâtre? En fait, je me rends compte que j'ai un peu de misère avec certaines pièces de théâtre de Michel Tremblay. J'aime pas beaucoup le fait que ça crie constamment. Je suis allée voir Les Belles-Sœurs récemment et ça, c'est un exemple. L'histoire est intéressante, l'atmosphère, l'ambiance, on est vraiment dépaysé d'aujourd'hui, on reconnaît qu'on est à une autre époque et tout, comme on voit bien ça. Et ici aussi, c'est quand même un couple qui travaille fort, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui compte un peu ses scènes, qui essaie d'économiser et tout. Donc on comprend bien cette ambiance-là assez rapidement. Je trouve qu'il fait bien ce genre de personnage-là. Mais aussi, il rajoute tout le temps que c'est le même type d'environnement, ça crie constamment. Et je suis même en train de lire les chroniques du plateau royal et aussi dans la maison avec la grosse femme d'à côté et tout ça, c'est tout le temps constamment en train de crier et ça m'épuise. Je suis sortie des Belles-Sœurs, j'ai trouvé ça incroyable, la production, l'histoire et tout, mais j'étais mentalement épuisée. J'ai lu À toi pour toujours ta Marie-Lou, et ça crie constamment, même chose à la fin, j'étais épuisée. Donc ça, là, malheureusement, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai trouvé que le format était quand même assez particulier à lire parce que il y a comme Marie-Louise et son mari Léopold, et de l'autre côté, Carmen et, là j'oublie l'autre nom, Manon. Et c'est quand même difficile de se l'imaginer, donc j'imagine que présenter en pièce de théâtre, ça doit beaucoup être plus facile de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils se coupent aussi constamment la parole et tout ça, puis c'est un peu comme un dialogue de sourds, dans le sens que ils ressassent leurs insatisfactions dans de leur couple et tout, de ce qu'ils font l'un et l'autre qui les dérange et tout ça. Donc, tu sais, c'est quand même pas si jojo, puis il y a beaucoup quand même de jugement de la part de l'un et l'autre, et aussi entre Manon et Carmen qui ont des vies diamétralement opposées, qui ont fait des choix différents, et dont la relation de leurs parents a affecté de différentes manières. Donc ça, c'est correct. Par contre, à la fin, je vous dirais qu'il y a comme un revirement de situation, là, la toute fin. Je peux pas dire que j'ai trouvé ça tant... Ben, j'allais dire surprenant, mais je l'ai pas vu arriver, mais lorsque c'est arrivé, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis juste dit comme, voyons donc, tout ça pour ça. J'étais pas tant satisfaite de la fin, j'ai pas tant apprécié ma lecture au final, tout au long de la pièce de théâtre. Donc, si j'avais à y redonner une chance, ce serait vraiment à la regarder sur scène, mais juste comme ça, j'ai pas trouvé ça si exceptionnel. On continue avec Beloved de Toni Morrison. Si vous êtes ici sur ma chaîne, sachez qu'on en a déjà parlé sur la chaîne de Sylvain Desmenti. On a fait un live avec plusieurs personnes qui ont lu Beloved. Et vous saurez déjà mon opinion. Mais bon, si vous n'avez pas écouté le live, ben, je vous le dis aujourd'hui. Donc, j'ai lu Beloved de Toni Morrison. Inspiré d'un fait divers survenu en 1856, Beloved exhume l'horreur et la folie d'un passé douloureux. Ancien esclave, Seth a tué l'enfant qu'elle chérissait au nom de l'amour et de la liberté pour qu'elle échappe à un destin de servitude. Dans cette histoire-là, on suit Seth, je ne sais plus comment ça se disait dans le livre audio, avec sa fille. Comment s'appelle sa fille? Mon Dieu, j'ai tout oublié, c'est terrible. Denver. Et il y a Paul qui va venir les trouver, donc ça va un peu comme bouleverser la maison. Et dans leur maison, il y a un enfant qui hante dans les murs. Ça fait en sorte que les gens s'enfuient lorsqu'ils savent ça. C'est comme une maison hantée, c'est pas super bien vu et tout. Donc on est vraiment dans le ressassement du passé. On est autour tout le temps de mêmes événements avec différents points de vue. Donc on va voir le point de vue de Seth, on va avoir le point de vue de Denver, on va avoir le point de vue de Paul. Et on ratisse pas tant plus large que les événements de la naissance de Denver et de son enfant que Seth a tué. Donc on est autour de ça. Ce que j'en ai pensé, j'ai
détesté. J'ai détesté ce livre-là. Je l'aurais DNF si c'était pas du club de lecture, mais là, j'ai fait un peu ma tête de cochon, puis j'étais comme, je veux être sur le club, puis je veux l'avoir lu au complet, puis comme dire ce que j'en ai pensé. Je ne l'ai pas lu physiquement, complètement. Après un chapitre, là, je trouvais que c'était... L'écriture, là, me perdait. J'avais l'impression que c'était collant, que j'arrivais pas à voir puis à comprendre ce qui se passait. C'était juste comme... J'essayais de le digérer. Je me sentais comme une vache, tu sais, comme tu manges, puis ça redescend, puis ça retourne dans ton estomac, puis tu le retournes dans ta bouche, puis là, tu manges, puis là, ça le fait 4 fois, tu sais. J'avais l'impression que ça finissait pas de mâcher. Je lisais, puis il y avait des mots, puis j'étais comme « Oh mon Dieu! » Je déconnectais totalement. Donc, j'ai trouvé une version audio pour réussir à lire le livre, et c'est pour ça que je dis Beloved, parce que la voix était super grave, puis j'avais de la misère à rester concentrée, là, parfois j'étais comme, j'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, mais finalement il ne s'est pas passé grand chose. Donc je pense que j'ai compris la majorité de ce qui se passait, mais ça tourne tout le temps autour des mêmes événements, donc c'est moyennement important de toute façon que j'ai compris ce qui se passait. C'est une écriture très imagée, très fleurissante. Je vais regarder mes notes parce que ça fait un petit bout. Oui, c'est ça, détaillé, axé sur les sens. Il y a vraiment beaucoup de descriptions de choses, de ce qui se passe, d'où est-ce qu'on est. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle du tout. C'est un style, je pense, qui ne peut pas laisser indifférent. Vous allez adorer, vous allez détester. Et moi, bon, quelle surprise je suis dans le deuxième. Il y a beaucoup de personnages aussi difficiles de différencier, surtout à l'audio. Ben, j'imagine que dans le livre, ça doit être pareil parce qu'il ne semble pas qu'il y a le nom des personnages au début des chapitres. Donc, à chaque fois, c'est comme de se retrouver, OK, on est avec qui exactement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est avec Denver? Est-ce qu'on est avec Seth? Est-ce qu'on est avec Paul? Est-ce qu'on est avec d'autres personnes? De quoi on parle exactement? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous jure, c'était pas évident. J'ai un exemple pour vous de genre de phrases. C'est comme, ça explique des affaires de mille et une façons, puis ça lâche pas, puis on est tout le temps autour. Ça va pas droit au but, là. C'est pas l'histoire même qui est au cœur de ce livre-là. Et je vous dirais que pour moi, je sais que c'est une histoire ultra touchante, bouleversante et tout ça, mais incapable de vivre aucune émotion à cause de ça. Je trouvais même que c'était comme too much, tu sais. C'est tellement deep et c'est pas nécessairement larmoyant, mais comme c'est tellement gros que j'arrivais pas, puis il y avait tellement de mots que ça passait pas. J'ai le goût de vous le lire avec la voix de la narratrice. Il y a une solitude que l'on peut bercer. Bras croisés, genoux remontés, on se tient, on se cramponne. Et ce mouvement, à la différence de celui d'un bateau, apaise et contient les scellés qui se bercent. C'est une solitude intérieure qui enveloppe étroitement comme une peau. Puis il y a une solitude vagabonde, indépendante. Celle-là, sèche et envahissante, fait le bruit de son propre pas, semble venir de quelques endroits lointains. Tout le monde savait comment on l'appelait, mais personne nulle part ne connaissait son nom. Volontairement oubliée, ne comptant plus pour rien. Elle ne peut être perdue puisque personne ne la cherche. Il le ferait-on qu'on ne pourrait l'appeler ne sachant pas son nom? Il revendique mais n'est pas revendiqué. À l'endroit où s'écarte l'herbe haute, la fille qui attendait d'être aimée, de pleurer de confusion, explose en menus fragments pour que le rire masticateur l'engloutisse de plus aisément. Bon, j'arrête. Voilà, j'ai détesté. Je pensais que mon bilan du mois de juin était pas si mal, mais yikes! On s'en va sur un DNF! J'ai essayé de lire le deuxième tome de la duologie Les élus de Marie-Jeanne Rioux, deuxième tome qui se nomme Les mémoires oubliées, perdues. Les mémoires perdues. J'avais lu le premier tome, j'étais pas ultra vendue. Tu sais, moi puis le YA de ce temps-ci, c'est sticky, c'est pas tout le temps gagnant. La manière que la mentalité des jeunes et tout ça, je trouve que on tombe facilement dans le cliché et ça se sent pas, c'est pas ressenti, c'est pas senti les émotions, on les lit plus qu'on est investi. Je trouve que ce livre-là en fait un peu partie, un peu comme Anna Caritas aussi, j'étais dans cette situation-là, comparé à un ouvrage comme Sight de Neil Schusterman où je sens pas ça du tout. On pourrait argumenter qu'il y a une petite différence d'âge, peut-être que le public est techniquement un petit peu plus vieux, mais je pense pas que c'est en lien avec la langue française, mais je pense que c'est quelque chose qui relie certains auteurs québécois, qui fait en sorte que ce genre de livre-là
est pas autant accessible à tous les âges. Et ça, c'est seulement ma faible opinion, mais lorsque je lis, tu sais, je pense aussi un petit peu à Maxime Poulain dans l'immaturité des relations entre les personnages. Et il n'y a rien que les personnages disent qui est pas techniquement correct, mais c'est la manière que c'est véhiculé ou au moment où ce l'est. Tu sais, lorsque tu es comme dans un drame, puis tu es en train de penser au petit gars que tu as rencontré il y a 2 semaines, on dirait que pour moi, c'est pas si réaliste. Et il y a eu quelques petits enjeux par rapport à ça dans ce deuxième tome-là. Donc, dans le premier, on rencontre les élus qui vont avoir à combattre un grand mage noir. Ce que j'avais apprécié du premier tome, c'est que ça terminait à un endroit où je pensais pas que ça allait terminer. Donc, je pensais que ça allait prendre 2 tomes pour aller jusque-là. Et finalement, le deuxième tome, on est complètement ailleurs. Donc ça, j'avais apprécié. C'est pour ça que j'étais surprise et curieuse de connaître la suite. C'est ça, j'ai eu de la difficulté à retourner dans l'écriture, dans les relations entre les personnages. Il y a aussi beaucoup de personnages, puis ils rencontrent des gens. Donc, tu sais, c'est comme foisonnant de personnages et ça, pour moi, c'est difficile, surtout lorsqu'on change de narration et qu'il y a beaucoup de personnages et qu'ils rencontrent beaucoup d'autres personnages. Donc, pour moi, ça, c'est laborieux et ça l'était un petit peu ici. On finit tout le temps par comme plus vraiment savoir c'est qui celle-là, puis à pas nécessairement distinguer tout à fait tout le monde. Et là, ce qui m'a perdu, c'est la relation entre 2 personnages, Marie et Thomas, c'est même qui s'appelle. Marie, c'est un personnage dont on a entendu parler un petit peu dans le premier tome, mais c'est comme l'ami de l'élu Gabriel, qui est dans le monde des humains et tout ça, qui a aucune idée que Gabriel est une élue. Et Thomas, c'est un mage noir qui veut du mal forcément aux élus et tout ça. Donc, ils vont se rencontrer. Je ne veux pas nécessairement donner de divulgation par rapport à tout ça, mais on dirait où est-ce que ça s'en allait, c'est que ça va être une romance entre eux parce que même si lui, il est comme vraiment pas correct, puis là, je comprends qu'il vient dans un monde où ils sont misogynes, où comme blesser les gens, les faire souffrir, ça leur fait plaisir, ou qu'ils prennent le droit des autres, de les violer, tout ça, de les blesser. Je comprends que c'est ça son background, mais j'ai trouvé que c'était quand même... J'ai pas aimé ça, l'interaction qu'il y avait entre ces deux-là, parce qu'on voit que c'est là que ça s'en va. Tu sais, il est pas capable de faire preuve d'autant de violence envers elle, puis il comprend pas trop parce que sa position dans le monde, tu sais, il est supposé de faire régner le désordre, tu sais, et de maltraiter, et de faire du mal, et de prendre sans demander, et de fermer la gueule du monde. Donc, comme il est pas habitué à se faire répondre, il est pas habitué à pas ressentir ce besoin ou de pas être capable de faire mal. Donc, tu sais, ça s'en allait comme vers la romance, mais on dirait que j'étais comme pas vendue du tout à ça. J'aimais pas beaucoup ce personnage-là. Je trouvais qu'on passait beaucoup de temps sur des personnages comme tertiaires. Peut-être que Thomas va prendre plus d'importance. J'imagine éventuellement qu'il va y avoir une confrontation avec Gabriella, avec les élus et tout. Mais on passait beaucoup de temps sur eux et sur cette, j'imagine, romance. Puis ça me plaisait pas tant que ça. Oh, excuse, depuis tantôt je l'appelle Thomas, mais c'est Tobias. J'aurais dû regarder mes notes avant. Je suis désolée. Tobias. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais lu à peu près une centaine de pages. J'aurais dû regarder, je l'aurais trouvé rapidement. Je m'en veux d'avoir parlé de Thomas tout le long, mais c'était Tobias. Donc, c'est ça. Rendu à la moitié, ben, même pas, je sais pas combien de pages qu'il y a. J'étais rendue à une centaine de pages, puis je le sentais pas. Donc, j'ai arrêté, puis c'est ça. Je vais quand même essayer son autre duologie qui est romance post-apocalyptique. C'est quand même du YA, donc ça se peut que les interactions entre les personnages me dérangent aussi. On verra bien, mais malheureusement pour moi, cette série-là l'a pas fait. On continue avec ma meilleure lecture du mois de juin. Ben là, je filme ça, puis il me reste quelques petits livres à lire. Je pense qu'il y en a une que ça s'en vient une bonne lecture. Puis l'autre, ben, je sais pas, je l'ai pas encore commencé. Mais Aquarium de J.D. Curtness. Autrice de Chicoutimi Inu? Ouais, de Chicoutimi, j'imagine que c'est Inu. Aquarium, c'est un roman de science-fiction. On suit plusieurs protagonistes, il y a une narration multiple, mais on est majoritairement avec Emerald, qui a une passion pour les fonds marins. Et c'est un ouvrage où c'est un peu comme ça frôle la fin du monde, on est comme dans une urgence. On va suivre entre autres à un moment donné la perspective d'une baleine et de ce qui se passe avec ses rejetons.
ses enfants ou ce qui s'est passé. Puis on va avoir aussi l'ami de Emerald qu'on va rencontrer, qui peut pas aller au soleil, que sa peau est super fragile, donc ça peut être super dangereux pour lui. C'est un ouvrage où ils vont aller dans le nord pour récolter la flore, la faune, les insectes, les organismes vivants dans le fond marin, sous un ton de pandémie et de feu de forêt. Je vous dis ça de même. Je vous dirais qu'au début, j'ai eu de la misère à me retrouver parce que il y avait des chapitres que je lisais puis j'avais de la misère à comprendre ce qui se passait puis à accrocher. Puis lorsqu'on a commencé à aller de plus en plus avec Emerald, là, j'ai bien aimé suivre sa relation avec son père, suivre comment elle s'est faite un ami et son cheminement de travail et tout ça. Donc, je trouve que c'était elle la plus intéressante et c'est elle qui prenait quand même le plus de place éventuellement. Il y avait des chapitres que je savais pas trop où situer, que je voyais pas nécessairement les liens entre les personnages, ça arrivait. Mais bon, tu sais, j'appréciais quand même la plume, donc je continuais. Lorsque je suis tombée sur le fond de pandémie et les feux de forêt, là, je me suis dit non. Non, 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 je ne lirai pas un livre qui parle de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit maintenant. Par contre, en regardant la date, il me semble que c'est 2019. Donc, je me suis dit, oh my God! Elle n'a pas écrit après qu'on vient de vivre ça. Elle a écrit ça avant que ça soit un enjeu. Et ça, j'ai trouvé ça, ma foi, brillant. Je ne pouvais pas y en vouloir d'avoir prévu les catastrophes qui allaient s'en venir. Ça, j'étais bien surprise. Donc, c'est ça, j'ai aimé l'ambiance. C'est majoritairement plus un livre comme d'atmosphère, d'ambiance. Il y a un petit peu de développement de personnages, un petit peu de développement de l'univers et tout ça. J'ai apprécié, j'ai de la misère à en parler plus profondément. Mais c'est ça, l'aspect scientifique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dans ce que j'ai lu de J.D. Curtis, je vous dirais que ça se passe peut-être en deuxième. Il y a la nouvelle que j'avais lue dans Wapki qui serait ma préférée. Puis j'avais lu De Vengeance que je vous dirais que je mettrais en troisième. Celui-là, je le mettrais en deuxième comme classement. J'ai bien aimé ce que j'ai lu, l'atmosphère et tout ça, même s'il y avait un petit peu trop de points de vue de personnages, que je me suis un petit peu perdue. J'ai quand même apprécié la ligne directrice du livre. J'ai abandonné La chaleur des mammifères de Biz, ouvrage que je voulais lire parce que je veux lire tout ce que Biz a écrit et finalement je ne veux plus lire Biz cette année et peut-être plus jamais. On suit René, 55 ans, qui est prof de littérature, divorcé de sa femme, peu de contact avec son fils. Puis là, il est de plus en plus isolé. Il va aller en Suède pour prononcer une conférence inepte devant une poignée de blasés, puis ça fait déborder le vase. Je me suis pas rendue là. Je me suis rendue à 29 pages. Et dès le départ, là, j'ai commencé à trouver ça franchement malaisant. Dans Mort Terrain, il y avait un personnage, le personnage principal, le protagoniste, qui était comme misogyne. Il y avait beaucoup d'interactions conflictuelles et problématiques avec les femmes, surtout qu'il était dans une relation de pouvoir en étant le médecin de la ville de Mort Terrain. Puis il y avait tout le temps des commentaires complètement déplacés et inutiles. C'était pas comme l'homme ne devient pas meilleur avec les femmes, c'est pas un cheminement tout au long, au début il est comme ça, puis à la fin il finit. Non, ça n'avait pas rapport, c'était vraiment par rapport à Mort Terrain, l'écologie, les enjeux environnementaux et tout. Donc pourquoi on avait un personnage protagoniste aussi déplacé, dérangé, désagréable, misogyne, je ne sais pas. Et là, lorsque je suis arrivée ici, j'ai vécu un Mort Terrain 2. Ça commence avec des commentaires tout le temps sur les femmes, des trucs déplacés. Puis là, à la page 29, attendez, là, faut que je l'ai mis sur Instagram, j'en pouvais plus, là, j'étais en train de mourir sur place. Il croise ses voisins qui ont eu un enfant, puis là, il dit, bon, vous pensez qu'avoir un enfant, ça solidifie votre couple, mais non, ça le brise et tout ça. Puis là, il se met à parler du corps de la femme, que lorsque sa femme était enceinte, il avait comme plus le goût de elle, il avait plus envie d'elle. Il a trouvé que les gros seins, c'était intéressant, mais le ventre en coupole, ça faisait en sorte que son cortex reptilien avait compris que le travail de reproducteur avait été accompli, donc le désir était stérilisé. Donc, il avait juste envie de magasiner, lui, parce que, tu sais, dans un point de vue zoologique, c'est le mâle alpha qui aurait dû être autorisé à se reproduire avec toutes les femelles autour. Au lieu de ça, il était condamné à l'abstinence en vertu d'une morale judéo-chrétienne archaïque.
J'ai lu plein d'affaires, là. En 29 pages, j'en pouvais plus. Ce personnage-là est dégueulasse et je suis certaine que ça n'a même pas rapport nécessairement avec lui. C'est pas pour une évolution du personnage. C'est la deuxième fois que ça arrive. Je comprends pas pourquoi on a besoin d'avoir de tels protagonistes aujourd'hui. Une pensée typique boomers, déplacée, qui n'a aucun respect pour la corps de la femme, pour ce qui se passe avec nous. Et comme pour moi, pour avoir accouché récemment, il y a 5 mois, pour avoir eu un enjeu avec les changements de mon corps, je trouve ça tellement insensible. C'est un homme qui n'aura jamais à vivre ça. Shut the fuck up. Puis, t'as aucun commentaire à faire. Je suis insultée. Tout ce qui s'est dit, tout ce que j'ai mis sur Google, il y en avait d'autres. Vous voulez d'autres? Je vais vous les nommer. Page 21, une petite prétentieuse désagréable et trop maquillée. Oui, parce qu'il n'y a jamais rien de gentil à dire sur toutes les personnes autour. Il est désagréable avec tout le monde, puis tout le monde a sa méchanceté verbale aux oreilles. Page 22, elle était mignonne et menue, mais cachait sa beauté sous sa couronne de cheveux hirsutes et des vêtements informes. Tais-toi, t'as rien à dire d'intelligent. Soudainement, j'en ai eu assez d'argumenter avec une génération braillarde et fainéante qui ne foutait jamais rien mais criait toujours à l'injustice. Oui, c'est ça. Il a demandé dans son livre où s'en va... Non, il a demandé dans son cours où s'en va la littérature. Il nous dit que lui-même, à l'époque, il avait donné une page blanche à son prof. Puis là, c'est ça que la fille a fait aujourd'hui. Mais tu sais, des années plus tard, il trouve ça bien dépassé. Donc là, elle vient voir, puis comme vous avez pas aimé ça, c'était une image, et comme je sais, je l'ai déjà faite. Fait que là, lui, il se dit, moi, j'ai le droit de le faire, c'était intelligent à l'époque, mais elle, aujourd'hui, c'est une grosse conne. Tu sais, en tout cas. La pute, oui, c'est ça. Je l'avais baptisée ainsi en raison du soin maladif qu'il apportait à son apparence et de sa propension à se vendre au plus offrant. Très sympathique. Féministe assumée, elle adorait exercer son autorité sur les hommes. C'est intéressant parce que j'ai jamais lu un tel commentaire sur le fait que les hommes aiment exercer leur autorité sur les femmes. Tu sais, misogyne assumée, non, jamais lu ça. Penchée sur la poussette, Daphné m'offrait une vue imprenable sur ses petites culottes écrues et les vergetures de ses bourrelets. J'en peux plus. J'ai lu Les recettes de l'amour, écrit par Samuel Champagne et Isabelle Boisvert. C'est une romance et comme l'année dernière, j'avais lu tout ce que Samuel Champagne a écrit, ben, sachant qu'il y avait une nouvelle publication, j'avais définitivement envie de le relire. Ici, par contre, il y a quand même une petite twist, vu que c'est une histoire écrite à 2 auteurs. Je connais pas Isabelle Boisvert, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Par contre, j'ai lu tout ce que Samuel Champagne a écrit et j'avais comme vraiment pas peur de ça. En fait, j'avais plutôt hâte de lire une romance. Ben, tu sais, ici, c'est plus comme chick lit, là. J'aime pas tant ce terme-là, mais j'avais hâte de voir ce qu'il pouvait m'offrir dans ce genre-là, puis je me disais même que ça pourrait être genre une des premières chick lit que j'aime. Les recettes de l'amour, c'est l'histoire d'Olive qui est une bibliothécaire et elle aimerait avoir quelqu'un dans sa vie. Donc, sa collègue qui se nomme Clémence va lui faire découvrir un livre magique qui fait en sorte que lorsque tu cuisines une recette, eh bien, ça fait apparaître un homme. Et c'est pas nécessairement cet homme-là qui va devenir l'homme de ta vie, mais ça te fait découvrir quel genre de personne que tu veux dans ta vie. Ça, c'est l'objectif. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Ok, on va commencer par le tout début. J'ai trouvé que c'est un ouvrage rempli de préjugés, de stéréotypes et qui va très gros. C'est très caricatural. Il y a beaucoup de caricaturées. Je n'ai pas reconnu du tout la plume de Samuel Champagne à l'intérieur de ça. Même, je vous dirais que j'ai l'impression qu'il a dû piler sur son orgueil beaucoup pour écrire un tel ouvrage après tout ce qu'il a écrit qui est dans la communauté LGBT et qui est tellement loin de stéréotypes et de préjugés. Là, on est en plein dans les 2 pieds dedans. Je trouve ça même un peu quasiment gênant que ça a été publié en 2022 avec tous ces éléments-là, tu sais. Il y a beaucoup de choses. En premier, il y a un discours sur le maquillage, discours que je hais. Donc, pour avoir l'air belle, pour être séduisante, il faut se maquiller, ou juste un petit peu, une petite touche.
Il faut faire attention à ses vêtements, à son apparence. Olive s'habille plutôt en teinte de beige, de gris, de brun, je me souviens plus trop exactement des couleurs. Mais ça, c'est pas attirant, s'habille comme un sac de patates. Donc, pour avoir un homme dans sa vie, il faut qu'elle change son habillement, il faut qu'elle mette toute sa garde-robe à la poubelle, puis avoir plein de nouveaux morceaux, se maquiller, s'arranger les cheveux, tu sais, vous comprenez? Discours que je n'aime pas du tout. Il y a aussi un discours constamment sur l'apparence physique d'Olive versus Clémence. Il y a même, à un moment donné, une distinction, une description des deux filles en elle, c'est une XL, puis elle, c'est une X small. J'étais comme... Je trouvais ça vraiment déplacé. Puis ça, c'est juste le début. Hein, parce que chaque personne est comme vraiment plus grosse que nature. Son personnage est too much. On n'est vraiment pas dans la demi-mesure, dans la complexité, on est dans les stéréotypes purs. Olive, c'est la fille coincée qui s'habille mal, qui fait pas attention à elle, pis tout ça. C'est pour ça qu'elle trouve personne, parce qu'elle est coincée pis elle a un balai dans le... Tu sais, vous comprenez? Clémence, sa collègue, c'est l'excentrique, là, qui est habillée comme on sait pas trop comment, avec des couleurs, et qui est loud. Puis lorsqu'on y parle, comme les dialogues sont pas possibles, c'est un monologue qui fait pas de sens avec ce que tu dis. D'ailleurs, Clémence, à tout bout de champ, au moins 8 fois dans ce livre-là, on la traite de folle, on utilise le terme folle pour la qualifier et j'ai un grand malaise avec l'utilisation de ce mot-là. J'aurais préféré extravagante, j'aurais préféré autre chose, excentrique que folle. Et lorsqu'elle va rencontrer les hommes, on est vraiment beaucoup dans le préjugé, dans le stéréotype pur et dur. T'sais, on va découvrir un vegan, puis il va pas sentir bon. On va découvrir... À un moment donné, elle va faire des petits cupcakes, puis elle va mettre des petites couleurs, là, ça va être multicolore. Ben, quel homme vous pensez qu'il va arriver? Un homme homosexuel, bien sûr. À un moment donné, il va y avoir un complotiste, un extrémiste pro-Trump. Tu sais, vous voyez, on fait jamais dans la demi-mesure. Donc, vous comprenez que j'ai terminé ce livre-là parce que j'étais en voiture, j'avais bien la route à faire. J'avais rien de mieux à faire que de lire ce livre-là. Et malgré tout, c'était divertissant, tu sais. Mais, mon Dieu, que je m'attendais pas à cette déception. Je m'attendais pas à ce que j'ai lu là, à ce que ça soit aussi grotesque d'un genre. Tu sais, je pense que l'objectif, c'était que ça soit gros, que ça soit tellement trop gros, que ça soit drôle, absurde. Mais moi, c'est vraiment pas le genre de choses qui me fait rire. Puis même, je trouve ça tellement déplacé d'encourager ces préjugés-là, ces stéréotypes qu'on essaie de se défaire, puis d'en refaire des personnages ultra simples et ultra... Ils sont comme ça, au lieu d'avoir, tu sais, une complexité dans les divers personnages et tout. Vraiment, là, il n'y a pas grand personnage que j'ai apprécié. L'intérêt amoureux, c'est celui que j'ai préféré, mais il est pas là, tu sais. Il est là à quelques petites reprises, mais il fait pas partie du tout des personnages principaux. Donc, grande déception pour ma part. Je vais relire Samuel Champagne parce que je l'ai déjà lu, mais si c'était la première fois que je découvrais sa plume avec ça, je voudrais pas le lire. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi j'ai pas tant envie de découvrir la plume d'Isabelle Boisvert, malheureusement. Donc, c'est pas comme un ultra gros flop, parce que je l'ai fini, puis parce que ça s'est lu quand même assez bien. C'était divertissant, mais le contenu, là, ouf! J'ai lu la 4e chronique du plateau Mont-Royal qui se nomme Des nouvelles d'Édouard. Ouvrage écrit par Michel Tremblay, donc j'ai toujours ma belle grosse bécasse, il va me rester juste 2 après ça. Je vous dirais que c'est une chronique que j'ai beaucoup aimée. On suit en totalité presque Édouard. Donc ça fait quand même du bien parce que dans les autres chroniques, on suivait beaucoup de personnages, puis ça, c'est difficile pour moi. Là, on suit Édouard, puis c'est comme un petit journal qu'il a écrit. Donc, c'est pas vraiment un format épistolaire, mais c'est quand même un format beaucoup plus succinct dans les événements puis les actions que la description de plein de choses et juste de la vie, de l'ambiance. Donc, il s'en va en France, il est parti là avec l'héritage de quelqu'un, de sa famille, sa belle-mère. Mais ça, c'est pas sa mère, en tout cas. Il est parti avec un héritage, il avait de l'argent, puis la majorité du livre, il est sur un bateau pour se rendre en France, puis par la suite, vers la fin, là, il est en France, puis il découvre certaines petites choses. Donc, c'est une chronique, c'est
un des livres que j'ai préféré de Michel Tremblay. Je vous ai déjà dit que mon préféré c'était Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Ange. Je vous dirais que si ça n'avait pas été la dernière partie lorsqu'il est en France, j'étais pas loin là, de l'égalité entre les deux. Mais lorsqu'il arrive en France, ça devient beaucoup plus descriptif. Il y a quelque chose qui a changé un petit peu dans l'action, dans le chemin. Je sais pas trop comment exprimer ça. Mais j'avais beaucoup moins d'intérêt à juste me promener avec lui dans les places pour manger, pour boire, pour découvrir le monde, tout cet aspect-là, voyage, c'est pas ma tasse de thé. Donc j'ai beaucoup apprécié le début, j'ai trouvé ça drôle, j'ai aimé qu'on se concentre sur le personnage d'Édouard pour apprendre à le connaître. J'aime son excentricité, le fait qu'il est tout un petit peu champ gauche, il y a un bal masqué à mener sur le bateau, puis lui, là, il va all-in. Il y a plein de petites choses, plein de petites perles que j'ai beaucoup appréciées. Le suivre, ses réflexions, le pourquoi il est là, puis le fait qu'il se prend pour quelqu'un, tu sais, de bien prestigieux parce qu'il est en première classe, mais tu sais, techniquement, il est supposé d'être en deuxième classe. Donc, non, c'est vraiment une des nouvelles, ben c'est pas une nouvelle, un des livres des chroniques que j'ai préféré. Je pense que c'est mon deuxième. Un personnage que j'aime beaucoup, un personnage homosexuel qui le sait, puis c'est pas une histoire de coming out, c'est pas une histoire de découvrir ça, non, ça fait longtemps. Puis en plus, ben, il y a son personnage de la duchesse qu'on avait rencontré un petit peu avant aussi. Donc c'est un personnage coloré, un personnage plus grand de nature, mais qui est vraiment intéressant, qui est complexe dans un univers où ben, se déguiser en femme et être homosexuel, c'était pas vraiment la norme, c'était pas du tout accepté. Donc le fait de le voir s'émanciper là-dedans, puis de s'en foutre un petit peu, j'ai beaucoup aimé cette chronique-là. Très hâte de voir pour la suite. Qu'est-ce que je vais en penser? J'avais deux ouvrages de Marie-Jeanne Rioux pendant le mois de juin sur ma pile à lire. Je vous avais déjà dit que mon expérience avec le premier tome de son audiologie plus fantastique, ça avait été correct. Comme vous avez vu tout de suite là, précédemment, j'ai abandonné le deuxième tome de sa duologie Les Élus. Et là, le premier tome, Le Messager, phénotype de Marie-Jeanne Rioux, c'est un ouvrage science-fiction. C'est quoi ça dit? Une romance post-apocalyptique. Donc, je me disais, si... Oups! Si dans l'autre série, c'était une histoire de genre littéraire qui me dérangeait, même s'il y avait des petits enjeux que j'avais eu par rapport à l'écriture, mais là, je voulais voir si peut-être le genre science-fiction, ça allait plus m'accrocher. Je vous dirais que j'ai retrouvé les mêmes enjeux qu'avec son autre série. C'est vraiment un enjeu d'écriture pour moi avec cette autrice-là qui connecte pas. Il y a beaucoup de choses qui sont dites au lieu de nous les montrer, mais en fait, il y a même des choses qui nous sont montrées, mais qui nous sont redites. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de martelage d'informations et que le lecteur est plus intelligent que ce qu'on essaie de faire, dans le sens qu'on n'a pas besoin d'autant de répétition de certains détails. Il y a beaucoup de choses qui sont martelées, comme ici, l'histoire, il y a mon meilleur ami Sean, mon meilleur ami Sean. Une fois que tu le dis, ben maintenant établis-nous-le, puis fais-nous le voir, fais-nous comprendre, avoir des moments de leur interaction, puis on n'a pas besoin que ça soit martelé. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'écriture que je trouve qu'il y a un petit peu d'immaturité entre les personnages, entre les réflexions auxquelles on a droit. Dans les descriptions, on rappelle trop les mêmes choses, il y a beaucoup trop de répétitions, ou sinon, c'est pas répétition telle quelle, c'est modifié, c'est changé, mais pour dire quand même la même chose. Donc, moi, c'est ça qui me freine malheureusement avec cette autrice-là. Je sais qu'elle a un bon succès, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Moi, de ce que je me rends compte, là, de plus en plus, c'est que j'ai quand même un petit frein avec les ouvrages jeunesse / young adult québécois. Il y a à plusieurs reprises récemment des auteurs qui semblent avoir cette petite lacune dans l'écriture des relations des personnages et dans leur narration, dans ce qu'on a
accès aux pensées des personnages, de la manière que c'est formulé. Donc voilà, malheureusement, là, c'est pas une autrice qui fonctionne pour moi, mais si ce sont des thématiques qui vous intéressent, si vous aimez beaucoup le YA, bien définitivement, je vous suggère de la découvrir. Ma dernière lecture du mois de juin, finalement, c'était pas une lecture prévue, mais c'est un livre que j'ai loué parce que je cherchais des ouvrages LGBTQIA2SP+, québécois. Donc, j'y suis allée avec Anna, salle d'attente d'Emmanuel Cornu. C'est un ouvrage qui parle d'Anna, qui est une femme célibataire qui aimerait ça avoir des enfants. Donc, comme elle est célibataire, au début là, du livre, on la découvre, puis elle est en tentative d'insémination artificielle. Anna, c'est une femme lesbienne qui le sait, qui s'assume. Donc, elle va rencontrer Michael, qui va un petit peu la bouleverser. Mais je vous dirais que la santé mentale d'Anne, je l'ai-tu appelée Anne? Anna. Il y a un personnage qui l'appelle Anne. Mais sa santé mentale est plutôt précaire, je vous dirais, là. Elle est pas dans une belle place, même dès le départ. On comprend pas trop ses motivations. On dirait qu'elle veut avoir des enfants, mais elle est pas tout à fait dans l'acceptation de sa situation, sa santé mentale. Elle repousse beaucoup les gens, ses parents. Il y a comme un petit peu un flou entre faire ce que tu désires et faire la bonne chose, parce que entre les deux, parfois, c'est pas... il n'y a pas beaucoup de concordance, c'est un peu comme deux routes parallèles. Donc, c'est un personnage très complexe. Anna, c'est pas un personnage facile à aimer. Même, je vous dirais qu'elle rebute un peu parce qu'on comprend pas trop qu'est-ce qu'elle essaie de faire. Considérant qu'elle n'est pas à une belle place, c'est pas un bon moment pour avoir un enfant, soit de le porter soi-même ou d'en adopter un. Donc, éventuellement, elle va voir toutes les alternatives, puis la DPJ, ça pourrait en être une. Puis là, on voit comment Anna va pas super bien, puis comment elle est fragile, puis c'est juste comme, non, fais pas ça. Donc, c'est ça, c'est quand même un peu troublant comme ouvrage. Il y a quelque chose que j'ai aimé. J'ai trouvé que ça se lisait vite. J'ai trouvé que c'était quand même addictif, qu'on voulait voir où est-ce que ça s'en allait. J'ai pas lu énormément d'ouvrages avec une femme lesbienne. Ça, c'était le fun, puis que ça soit pas un coming out non plus. Tu sais, dès le départ, elle le sait, on le sait, puis c'est comme ça, puis c'est tout. Donc ça, c'était le fun. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est le fait toute l'histoire avec la DPJ puis tout ça, ça me faisait un petit peu penser au livre là, Les nouveaux souliers dans l'entrée, puis j'ai pas aimé le traitement fait par rapport à la DPJ. On dirait que c'est super facile de devenir un parent qui va accueillir un enfant. C'est super facile de mentir sur sa situation, sur la stabilité de sa santé mentale. Mais en même temps, je comprends que l'objectif, c'était peut-être aussi de démontrer que c'est pas facile de voir que les gens vont pas bien parce qu'on a un certain mécanisme de défense, puis que si on doit paraître bien, puis si on doit dire les bonnes réponses, on est capable. Donc, tu sais, je peux comprendre que peut-être cet aspect-là que Anna, aux yeux des autres, semblait bien aller, puis c'est ce qu'on veut nous démontrer, puis c'est pas nécessairement un discours par rapport à la DPJ, mais tu sais, il y a des petites choses comme ça que j'ai trouvé facile, alors que de ce que j'en sais, le processus est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus ardu, et surtout en étant une femme célibataire. Et forcément, il y a, j'imagine, beaucoup de préjugés et de bâtons dans les roues mis sur les femmes qui sont lesbiennes. Et ça, c'est quelque chose qu'il va savoir, que la DPJ va savoir. Donc c'est ça, je suis comme prise entre deux feux. Il y a des éléments qui sont très bons de ce livre-là, il y a des éléments que je suis pas certaine. Mais bon, pour l'expérience, pour un petit peu l'originalité de certaines choses, je vous dirais que j'ai apprécié. Puis mon objectif, c'était quand même au préalable de découvrir des nouvelles plumes. Ça, c'est fait. Il y a quelque chose dans l'écriture de très franc, direct, un peu limite vulgaire. Donc, tu sais, c'est des verbes, des phrases qui sont très courtes, avec un verbe qui commence, c'est très direct. L'action en premier, puis on n'est pas une écriture fleurie, une écriture qui nous fait des belles images, métaphores et blablabla. Non, du tout, là. L'écriture est carrée, frette, sec. Mais j'ai aimé ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Donc, voilà pour l'expérience avec Anna, salle d'attente. Je connais pas cette autrice, je serais curieuse de la relire éventuellement. Ouais.
certainement. Parce que j'ai aimé l'écriture, puis j'ai quand même aimé que ce soit un personnage vraiment pas parfait, avec une histoire aussi originale dans certaines thématiques et dans le traitement des thématiques. Donc ça a fait le tour pour mes lectures du mois de juin. Encore une fois, un petit mois avec des abandons, un petit mois avec des lectures pas tant top que ça. Je suis due là, pour avoir des tops. J'espère que ça va m'arriver bientôt. Parce que là, vous l'avez déjà vu, mon mid-year, je suis zen, c'est la mi-année livresque. Parce que je publie cette vidéo-là après. Puis je vous dirais que, on s'en est déjà parlé, mais mes coups de cœur étaient pas mal dans les 3-4 premiers mois de l'année. Fait que, ouais, c'est ça. Hein? J'ai besoin de coups de cœur pour la suite. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.